bienvenue dans l'Africaine. Nous sommes votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au franc CFA. Et au sommaire également de cette émission, visite du roi marocain Mohamed VI à Madagascar, une visite diplomatique mais aussi économique. Des accords de partenariat ont été signés et l'élection présidentielle au Ghana aura lieu ce 7 décembre. Le président John Dramani Mahama brigue un deuxième mandat. Son bilan lui permettra-t-il de convaincre les électeurs? C'est ce que nous verrons au cours de cette première partie avec nos invités. Avec à ma gauche, Sewa Wilson, banquier. Monsieur Wilson, bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité surtout. Et notre autre invité est étudiant en sciences politiques, auteur du livre Des Afriques et des Verts, Claude Wilfrig Ekanga. Monsieur Ekanga, bienvenue parmi nous. Merci et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Et notre éditorialiste, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, c'est un plaisir. Plaisir partagé, comme d'habitude, Amira. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Visite du roi marocain Mohamed VI à Madagascar en prélude au sommet de la francophonie qui doit avoir lieu dans la Grande Île. Une visite fortement symbolique puisque c'est à Madagascar que Mohamed V, le grand-père du roi actuel du Maroc, et sa famille avaient été exilés par les autorités françaises dans les années 50, plus précisément en 1954. Mais la visite est aussi économique. Ce lundi, 22 accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Fanny Mounichi. C'est une visite riche en symboles qu'effectue le roi du Maroc Mohamed VI à Madagascar. Le souverain chérifien se rend pour la première fois à Antsirabe, la ville où son grand-père Mohamed V avait été exilé par les autorités françaises il y a 60 ans. Des relations historiques que le Maroc entend consolider. Le royaume prévoit d'ailleurs d'y construire un centre de formation professionnelle ainsi qu'un hôpital pédiatrique. Deux grands projets sociaux, signe de l'attachement de la famille royale à Antsirabe. C'est un pèlerinage sur un lieu de déportation de son grand-père, Mohamed V. Et c'est une manière aussi de rappeler cette période particulière de l'histoire du Maroc. Donc la monarchie, il y a une symbolique autour de la monarchie. Et puis, il y a une volonté aussi de marquer les esprits parce que la délégation marocaine qui l'accompagne dans ce voyage est importante. Un renforcement de la coopération avec la Grande Île qui passe également par le volet économique. Ce lundi 21 novembre, 22 accords ont été signés entre les deux pays dans plusieurs secteurs, tels que l'agriculture et les banques. Des conventions ont par ailleurs été conclues entre des entreprises marocaines et malgaches. C'est notamment le cas du groupe Attijari Wafa Bank et de BNI Madagascar. Tout cela dans une volonté du Maroc de s'ouvrir davantage à la zone Afrique de l'Est, océan Indien. Le Maroc a appris l'Afrique en marchant, parce qu'au départ, il y a une douzaine d'années, le Maroc ne pensait même pas à une stratégie africaine, mais les entreprises, notamment les télécoms et les banques marocaines, ont ouvert la voie et ont montré l'extraordinaire potentiel de l'Afrique. Et en plus, Madagascar, c'est une île qui a énormément de potentiel. C'est un pays où tout est à faire. Madagascar figure en bonne place. Elle est dans une position géostratégique d'une importance capitale. Comme pour les précédentes escales africaines, la question de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine sera également au menu des échanges. Au sommet de l'organisation continentale à Kigali en juillet 2016, le président malgache R. Azonarima-Pianine avait d'ailleurs apporté son soutien au retour du royaume chérifien. C'était très bien expliqué dans le sujet, Daouda, une visite historique, diplomatique, mais aussi économique. Il y a véritablement plusieurs enjeux à ce séjour marocain sur l'île malgache. Oui, plusieurs enjeux, comme on l'a vu dans le reportage. L'enjeu historique, à mon avis, est important à rappeler. Et je pense que cette visite n'est pas dépourvue de ce symbole-là. Étant donné qu'aujourd'hui, le roi du Maroc entame, on va dire, une tournée de manière régulière en Afrique. Récemment, il était au Sénégal. Il y a séjourné plusieurs jours, on va dire
une semaine, de telle sorte que même le président Macky Sall, quand il a pris l'avion pour aller à une réunion aux États-Unis, le roi était encore au Sénégal. Bon, le Rwanda récemment, la Côte d'Ivoire, etc. Donc sur Madagascar, je pense qu'au-delà du symbole, il y a aussi cette volonté de trouver des marchés, des partenariats économiques, parce que bon. Il ne faut pas se le cacher, le Maroc se positionne aujourd'hui comme le leader africain et le roi du Maroc également. Le leader africain dans quel domaine? Dans beaucoup de domaines. La banque, par exemple. Avec Attijari Wafa Bank. Avec Attijari Wafa Bank. Il y a aussi tout ce qui est services. La téléphonie, il y a les constructions. Dans beaucoup de pays africains, les entreprises dans le bâtiment marocain sont en train d'exécuter des chantiers. Mais je pense que là, pour terminer là-dessus, c'est très bien vu de la part du roi parce que Madagascar revient sur la scène internationale après une crise politique. Et moi, pour avoir eu l'occasion de visiter ce pays, je peux vous dire que c'est un pays qui est très riche, 2% de la biodiversité mondiale. C'est un pays qui renferme beaucoup de ressources naturelles et que tout est à développer comme on l'a entendu dans le reportage. Et donc, il y a aussi un intérêt dans cette visite. Vous avez parlé de l'enjeu économique, Daouda. J'aimerais évoquer autour de ce plateau l'enjeu diplomatique, parce qu'il faut le rappeler, c'est en 2013 que le roi décide de faire bifurquer sa diplomatie vers le sud. Et depuis, son offensive en direction de l'Afrique subsaharienne francophone n'est plus à démontrer. Et on le sait, le Maroc veut réintégrer l'Union africaine et en faire sortir la RASD. Y a-t-il, monsieur Ekanga, un lien entre cette volonté et ces visites africaines qui se succèdent? Il était par exemple à Dakar, c'était le 6 novembre. Oui, en fait, le petit reportage a insisté sur le volet économique, mais moi je dirais que le volet politique est le volet principal de la visite de Mohamed VI là-bas, parce que le Maroc est sorti en 1984 de l'Union africaine et avec les décennies qui se sont écoulées entre-temps, le Maroc a compris que l'heure est aux grands ensembles. L'Afrique ne pourra émerger qu'en étant une mosaïque de pays certes différents, mais qui forment une entité commune uniforme. Et donc voilà, le roi Mohamed VI fait une sorte de, on va pas dire pèlerinage, mais il vient sur une sorte de terre sacrée qui a hébergé son grand-père entre 1954 et 55, parce que voilà, le Maroc dans un contexte de guerre d'indépendance, avec la guerre d'Algérie qui éclate l'année suivante, le roi Mohamed V qui se ligue contre la France et qui en guise de punition est exilé là-bas. Il a passé quelques temps en Corse, mais après il a gagné Madagascar, et donc voilà. C'est une sorte de réconciliation avec un pays africain, avec un autre pays africain, d'autant plus qu'en 2005, dans les années 2003-2005, Madagascar avait retiré parce que Madagascar ne reconnaissait pas la supériorité, en fait la suprématie du Maroc sur le Sahara occidental. Et ça a été retiré, donc il y a eu une sorte de rapprochement. Mais la visite du roi Mohamed en Éthiopie, il y a quelques jours, je crois que c'était le jeudi 17 novembre, un pays qui était contre la supériorité, contre le Sahara occidental comme propriété du Maroc, ça permet de comprendre que malgré les divergences d'opinion, le Maroc met un point, un point d'orgue à se rapprocher de tous les pays, surtout les pays anglophones, parce que bon, il y a Madagascar, la francophonie, mais il se rapproche aussi des autres. Et donc c'est la principale chose à retenir de cette visite. Alors le Royaume est donc en quête de soutien sur la question du Sahara occidental, puisqu'il semblerait qu'il ait posé comme condition à son retour dans l'Union africaine l'exclusion de la RASD de l'Union africaine. 28 pays soutiendraient cette position, le Sénégal manifestement, Daouda. Monsieur Wilson, comprenez-vous qu'on veuille exclure la RASD de l'Union africaine? Après, cette question, tous les États africains peut-être ne se prononceront pas dessus très clairement. C'est une question sur laquelle déjà le Maroc a montré une certaine volonté. Mais après, sur le volet politique, sur le volet diplomatique, sur la question du Sahara, je ne pense pas que, je doute fort que bon nombre d'États africains s'opposeront à la volonté du roi Mohamed VI de vouloir, en tout cas de faire la question du Sahara une question particulière. Ce qu'il a peut-être envie au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir un appui, un soutien de ces États-là. Mais après, sur cette question, c'est beaucoup plus au Maroc de décider de ce qu'elle veut faire du Sahara.
Après, si vous voulez, sur cette visite du roi du Maroc à Madagascar, moi je la vois beaucoup plus. C'est vrai, on a parlé du volet économique tout à l'heure, mais aussi du volet politique. Moi, je vois beaucoup plus que c'est Mohamed VI est en train d'instaurer une sorte de diplomatie économique, c'est-à-dire il tend la main vers des pays africains. Avant de pouvoir signer des partenariats et autres, il faut déjà savoir pouvoir dialoguer avec ces pays-là, donc d'où le volet diplomatique. Daouda, vous vouliez rebondir rapidement sur la question du Sahara occidental ? Oui, sur la question du Sahara occidental, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous faisiez sans doute allusion à la marche verte à Dakar, et moi, personnellement, j'étais pas particulièrement pour. Je trouve que la visite était très bien. Maintenant, l'aspect symbolique de la marche verte à Dakar, la première fois que ça s'est déroulé, ce discours-là important hors du territoire marocain. Rappelons pour contextualiser la marche verte dans les années 70, quand le Maroc a décidé d'annexer le Sahara occidental. Voilà. Je pense que le Maroc et le Sénégal, comme d'autres pays, entretiennent, mais particulièrement avec le Sénégal, des relations très étroites. Et ça date depuis très très longtemps, il faut le reconnaître. Maintenant, je pense qu'il y a lieu d'avoir quand même une certaine prudence, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui sont avec le Maroc, mais pas tous sur la question sahraoui. Le risque que je vois là, pour en finir, c'est que Abdoulaye Bathily, qui est le candidat de l'Afrique de l'Ouest à l'Union africaine, est en train de faire sa campagne en même temps. J'espère que ce rapprochement Maroc-Sénégal ne lui desservira pas. Eh bien, l'avenir nous le dira, Daouda. J'espère que vous serez là pour en parler autour de ce plateau. Avec plaisir. Et on va parler du Ghana, puisque l'élection présidentielle aura lieu dans quelques semaines, plus précisément le 7 décembre. Et le président John Dramani Mahama est candidat pour un second mandat. Il poursuit donc sa campagne électorale et il était devant les étudiants de l'université de Koforidua. Il a dévoilé les mesures qu'il compte mettre en œuvre, notamment dans le domaine de l'emploi. C'est un sujet qui nous a été préparé par Birama Saounera. Au Ghana, le secteur privé et l'emploi constituent des priorités dans le projet de société du président John Dramani Mahama, candidat pour un second mandat. Lors des meetings tenus à l'université polytechnique de Koforidua, le candidat à la présidentielle de décembre 2016 a mis un accent particulier sur la créativité et l'entrepreneuriat. Le secteur privé recrute plus que le public. Vous serez surpris d'apprendre qu'ici au Ghana, l'administration publique ne recrute que 600 000 personnes, tous grades confondus. Les enseignants, les infirmiers, les agents de bureau, les responsables politiques comme moi, tout le secteur public. Et nous avons une population de 27 millions d'habitants. C'est pour cette raison, je vous dis, vous avez plus de chances de vous faire recruter par le secteur privé que par le public. Seul le secteur privé peut créer suffisamment d'emplois pour vous les jeunes. Au Ghana, selon les autorités, la croissance économique s'élèvera à plus de 8% en 2017 contre 4,1% en 2016. Cependant, pour les observateurs, l'atteinte des objectifs de croissance en 2017 va dépendre de la capacité du pays à diversifier les sources de son économie. Pour ce faire, le candidat John Dramani Mahama promet des actions visant à assurer l'accès à l'énergie pour faciliter les rendements au niveau des industries et du secteur privé. Le gouvernement a la responsabilité de promouvoir les petites et moyennes entreprises. Les grandes économies au niveau mondial ne sont pas favorisées par les gigantesques firmes. Ce sont les PME, les petites idées qui font l'économie. Les restaurants, les boutiques, les artisans, les boulangers, ce sont eux qui font la force de l'économie. Le secteur privé joue un rôle important dans l'économie ghanéenne. Aujourd'hui, la création d'un environnement favorable pour sa prospérité est plus que nécessaire. Rappelons que la présidentielle se tiendra le 7 décembre 2016. Le président John Dramani Mahama fera face à 6 autres candidats. Daouda, première question, quand on brigue un second mandat, on défend son bilan pour convaincre les électeurs, c'est logique. Qu'a-t-il à défendre le président Mahama? Peut-on qualifier son bilan de positif, même de mitigé? Je dirais plutôt mitigé à positif. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, il a quand même maintenu le pays dans la stabilité. Le Ghana nous a habitués à des alternances démocratiques, donc c'est un pays qui est relativement stable politiquement. Et ça, il n'a pas du tout sapé ces acquis-là. L'autre chose, c'est que sur le plan économique, bon, il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, il faut le dire, les cours mondiaux du pétrole ont quand même affecté. Ah, ça, c'est l'argument
C'est ce qu'on quand dit. on veut défendre les bilans économiques des présidents. Je reviendrai dessus avec vous, Daouda. Monsieur Wilson, on a une croissance économique qui a été ralentie, un fort accroissement de la dette, une dépréciation de la devise ghanéenne. C'est difficile de parler d'un bilan économique positif. Très clairement, dans la conjoncture actuelle que traverse l'Afrique en général et particulièrement l'Afrique de l'Ouest, moi je pense que sur cette question de bilan économique, le Ghana s'est très bien défendu. Hein, parce que même au niveau du taux de croissance, je ne pense pas que le Ghana soit descendu en dessous de 4%. Non. L'affectation, le fait que la crise pétrolière ait affecté l'économie du Ghana, oui, comme un peu toutes les économies africaines, mais pas avec autant d'impact que le Nigeria ou encore les pays d'Afrique centrale. Sur cette nouvelle élection qui va se passer au Ghana, c'est beaucoup plus le côté politique qui risque de jouer à sa défaveur, notamment avec la rumeur sur le véhicule qui a été prêté par un homme d'affaires, en tout cas donné en cadeau par un homme d'affaires béninois. Et je pense que ça sera beaucoup plus sur le volet politique qu'il aura à se défendre et non pas sur le volet économique. Hein. Alors, c'est votre avis, hein, monsieur Ekanga. J'aimerais avoir le vôtre, hein, parce que pendant sa campagne électorale de 2012, le président Dramani Mahama avait promis de poursuivre le programme politique de son prédécesseur, un programme qui visait à améliorer les conditions de vie des Ghanéens. 2 ans après, on était en 2014, l'endettement public dépassait les 6% du PIB. Seule une mauvaise gestion des finances publiques peut aboutir à de tels chiffres, non ? Oui, en fait, il est certain que si j'étais le chef de l'opposition, monsieur Nana Addo, au Ghana, je dirais en effet, parce que il a pris le pouvoir en fait en quelque sorte en catastrophe après le décès de son prédécesseur John Mills, qui est mort le 24 juillet 2012, et il avait promis de poursuivre le fameux programme qu'on appelait le Better Agenda, c'est-à-dire le meilleur agenda. Mais à la fin, voilà, on a parlé tout à l'heure de cette affaire de corruption sur le véhicule et une mauvaise gestion des finances publiques. Je dirais que la question est ambiguë, elle est oui ou la réponse est oui ou non selon qu'on demande à ses partisans ou à des membres de l'opposition. Et pour revenir au sujet de la crise pétrolière, je dirais, c'est vrai qu'on peut prendre ça comme excuse, mais voilà, pour approfondir l'analyse, je proposerais entre guillemets au Ghana et à tous les pays africains de manière générale, pour échapper à ce genre de problématique, de travailler un peu plus sur la transformation de leurs matières premières, parce que c'est clair que quand une économie est centrée, pas exclusivement, mais en grande partie sur l'exportation d'une denrée aussi précieuse que le pétrole, c'est clair que la prolifération des producteurs de pétrole entraîne une baisse des cours, qui conduit à la crise qu'on a dans plusieurs pays, pas seulement en Afrique. Et donc voilà, c'est clair qu'il aura plus le volet politique à défendre que le volet économique, parce que malgré tous les problèmes qui ont été évoqués comparativement à ses voisins francophones que sont le Bénin, le Togo ou plus loin le Cameroun, le Tchad, le Ghana présente un bien meilleur bilan. Alors vous parliez tous deux du volet politique, et Daouda... Oui, tous les trois. Justement, le président sortant fera face au leader du principal parti d'opposition, Nana Akufo-Addo. Et pour se présenter, il a dû verser 50 000 cédis, environ 11 000 €. Ça fait beaucoup polémique, cette somme qui est quand même assez énorme pour le revenu moyen au Ghana. Certains ont même accusé le président de vouloir étouffer ses opposants. Oui, je pense que c'est beaucoup. Je pense que cette question doit être revue quand même en Afrique, parce que d'autant plus qu'on va de plus en plus vers l'acceptation de candidatures indépendantes, un citoyen qui se sent capable de diriger le pays et qui a des idées, un projet pour son pays doit pouvoir se lever et se présenter comme étant candidat à l'élection présidentielle. Donc il faut sortir du schéma classique où c'est des grands partis avec un leader qui impose sa stature et qui va compétir. Donc dans ce sens-là, moi je comprends totalement cette critique qui vient aussi de l'opposition. Donc il faut en Afrique, partout, au Ghana ou ailleurs, qu'on puisse baisser cette caution. Avant, en règle générale, on dit que c'est pour montrer des candidats sérieux, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent qu'on n'est pas sérieux et qu'on n'a pas des bonnes idées. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.